Bonjour à tous et bienvenue dans cette zone fantôme, je suis Edgar. Et je suis Enzo. Et aujourd'hui, nous allons premièrement vous parler essentiellement de news, avec le retour d'une légende au cinéma et La La Land à Arkham. Ensuite, on enchaînera sur les recommandations, comme d'habitude, voilà, avec quelques petits trucs dont on aimerait vous parler. Et donc, on va commencer par les news. Ok, première news. Alors, il y a quelques semaines de cela, sort une bande-annonce qui, du coup, nous vend le tout nouveau film Predator. Premièrement, pour que vous sachiez un peu tout ce qu'on pense autour de cette saga, peut-être vous parler un peu de notre rapport au premier Predator. Donc, le premier Predator sort en 87. Si vous l'avez pas vu, matez-le. C'est une grosse tuerie interstellaire. John McTiernan. Exactement. De toute façon, quand il y a marqué John McTiernan, vous pouvez y aller. Die Hard 3, pas le 2. Voilà. C'est pas le 4 non plus, ni le 5. Qu'il soit exactement que les bons. Voilà, que les bons. Voilà. Et donc, voilà, le réalisateur de Predator, qui nous conte en gros l'histoire de Dutch, et de toute son équipe qui vont dans la forêt, et vous connaissez la suite, chasse à l'homme, tout ça, Alien, si vous l'avez pas vu, matez-le. Mais en gros, ce film, pour vous faire le topo, c'est un chef-d'œuvre ultime, qui est un film de notre enfance, vraiment, et qui, en gros, parodie toute cette figure reaganienne qu'on avait, tu sais, des super... Enfin, des héros, à la des années 80. Schwarzy, c'était le choix idéal pour jouer ce truc-là. Et donc, en fait, le principe du film, c'est de détruire cette figure-là en les confrontant à quelque chose d'encore plus profond qu'eux, donc vraiment d'aller dans cette chasse à l'homme. Alors, il y a certaines personnes qui s'accorderaient à dire que c'est pas un film d'horreur. Pour moi, c'est un film d'horreur. C'est un actionneur d'horreur, en fait, pour moi. On y retrouve quand même des codes de slasher, en fait, tu vois. Mais complètement. Les caméras en mode subjectif qui observent nos héros, tu vois. Même, clairement. en fait, le panel, enfin, le groupe de Dutch est très diversifié. T'as le comic relief, t'as le meilleur pote du héros, tu vois, enfin, t'as tout ça, t'as de rebondissements où il va se rendre compte que son pote le plus ou moins trahi, tu vois. Ouais. Aussi pour les raisons qui n'étaient pas les bonnes, tu vois. Ouais, non, mais clairement, puis en plus de ça, avec la manière dont c'est fait, avec la manière dont c'est montré, la vraie menace qu'incarne le Predator. Bien sûr. Où on va souvent utiliser le terme Yoja aussi. Yoja, si vous savez pas, c'est la race du Predator. C'est comme si on disait Wookiee à la place de Chewbacca. C'est ça, mais bon, en ce qui concerne Predator, faut un peu connaître le lore pour connaître ce terme-là, du coup on le place là, voilà. Et donc voilà, le Predator 1 reste dans nos cœurs à jamais, ça reste un de nos films préférés. C'est un des meilleurs actionneurs des années 80, c'est hyper inventif, l'ambiance est géniale, la musique pareil est incroyable. Ouais, clairement, puis tout ce que ça dit sans trop en dire sur le Predator. Ouais, puis la galère de ce film, quoi. Ah oui, si vous avez pas vu qui est quand même passé par plusieurs galères, déjà le tournage dans la forêt, le design qui lui-même a changé. Ah oui, alors le design, on peut le placer là, qui était très drôle. Le premier design du Predator, si vous savez pas, c'est ça, voilà, je vous le mets à l'image. Et c'était Van Damme, hein. C'était Van Damme dans le costume. Et en fait, le truc, c'est qu'ils se sont rendus compte que ça faisait très très cheap. Ouais, et du coup, ils l'ont changé en plein milieu, et ils ont eu des équipes de design incroyables qui ont permis d'avoir ce design du Predator qu'on connaît aujourd'hui. Et qui du coup a été interprété par un autre mec dont j'ai plus le nom, mais qu'on voit à la fin dans le film. Oui, en tant que mec qui conduit l'hélico. Exactement, c'est ça. Donc c'est le mec qui vient les sauver. Et donc en fait, on le place là parce qu'on va y revenir un peu après sur ce premier design. Mais en gros, tout le film c'est une suite de chance, entre guillemets, je dirais pas ça, et un combiné de chance et de talent par rapport à plein de choses. À la fin, on repose sur le talent de Dutch, Jordi, quoi. Ouais, clairement. Et en fait, c'est une suite de tout ça pour arriver à ce film ultra culte. Qui a eu sa suite en 91, si je dis pas de conneries. Donc, ou 92 et de brouettes. Ouais, c'est ça, voilà. Ça. Donc Predator 2, réalisé par... Oui. Voilà. Et donc avec Danny Glover dans le rôle principal. Si vous voulez notre avis vraiment en détail sur ce film, on a fait un rewind qui date un peu sur la chaîne, mais vous avez vraiment tout ce qu'on pense du film. Il y a tout ce qu'on pense du film. La vie rapide, c'est un film chiant qui a pas compris le Predator et qui essaye de réinventer des trucs avec une bonne volonté, certes. Ouais, de la bonne volonté, voilà. Tout n'est pas acheté, il y a des scènes qui sont sympas, tout ce que ça invente par rapport au lore du Predator, ça reste assez cool dans l'idée. Ouais, le fait qu'on voit plusieurs Predators à la toute fin du film. Bien sûr, le côté le gun pirate et tout, le vaisseau, le crâne de Xenomorph qui est de là dont tout part, le délire AVP. Et après, du coup, dans les années 2000, Predator se pète un peu la gueule et on a Alien versus Predator ouais, voilà. Que nous personnellement on aime beaucoup. Oui, parce qu'il est marrant. En fait, il est marrant. Le 1. En plus de ça, Alien vs Predator, on s'est rendu compte que pour ce que voulait faire le réalisateur, bah c'est pas si mal fait. Donc il y a deux trois tricks de réalisation qui sont sympas, notamment ces espèces de bouches d'égout qui, à force de le visionner, on s'est rendu compte que ça faisait des temps de chargement
pour rappeler certains trucs, C'est certains vrai. passages C'est vrai, oui. de décor en décor dans des jeux vidéo et tout. Ouais, c'est vrai. Ouais. T'as les présentations de map façon Bon, Prince of voilà, Persia. ça, de toute façon, le mec, c'est quoi? C'est Resident Evil, là, Ouais, c'est ça, c'est OSWS Anderson. C'est ça, voilà. Donc, il est déjà habitué aux hologrammes et aux adaptations de jeux vidéo. Ouais. Le fait que le film en soit fait jeu vidéo, même dans sa progression, tu vois. T'avances de niveau en niveau, tes coéquipiers qui meurent. Bon, là aussi, ça fait slasher, tu me diras. C'est Alien, donc. En soi, ça garde la base. Voilà, ça garde la base. C'est pas déconnant par rapport aux deux sagas. Bah, en fait, C'est-à-dire que ça l'Alien dépend est pas- pourquoi tu veux regarder le film. Oui, mais il y a un certain respect, entre guillemets, tu vois. Ouais, clairement. Quand tu regardes les Predators, certes, c'est des bodybuilders, Oui. ce qui est très marrant. Oui. Mais c'est cohérent dans le principe, tu vois. C'est l'aspect années 2000, ça. pour C'est moi, l'aspect années vraiment. 2000, mais c'est cohérent. Le seul truc qui est pas trop cohérent, c'est Lance Henriksen, Ah oui, non, mais ça c'est un genre truc. Déjà, patron de la mais Vélande. rien que dans Alien 3, c'était pas cohérent. Hein. Oui, déjà. Rien que oui. dans Alien 3, c'était des trucs où tu fais, mais c'est pas une idée à reprendre, ça, Non, en ouais, fait. c'est pas une idée à reprendre. Non, de toute façon, c'est un truc, c'est un scénario, pour moi, c'est un full scénar des années 2000. En Tu sais, soi, comme oui. on en retrouvait, tu sais, pour moi, c'est similaire à des trucs comme 2012. Tu Oui. vois, c'est des films. Oui, c'est des films où- blockbusters. De blockbusteresques, et puis tu sais, toute façon, c'est les films, comme on aime bien le dire, que tu verras tout le temps en pub de DVD. Ouais. Tu sais, AVP, combien de fois? Je sais pas Mm, si vous aussi, hein, mais nous, putain, on l'a vu mais 1000 fois. L'image du Predator qui balance le xénomorphe dans le pilier. là. Ouais, clairement. Ça, c'est des trucs genre Blu-ray. Ouais. La nouvelle image. Et comme en tout cas. 2012, en fait, ouais, ce genre de trucs, tu voyais partout à l'époque, quoi. C'était des images qui étaient faites clairement pour impressionner, et puis ça allait avec ce pseudo fanservice, il y avait beaucoup de fanservice dans le film, avec bien sûr, hein. tous les face-à-face aliens et Predator. Face à face, même les phrases dans les bandes annonces, genre l'un des deux survivra ou je sais Ouais, pas quoi. c'est Est-ce qu'au ça. final est gâché? Parce que c'est aucun des deux qui gagne. Et tu sens qu'ils voulaient pas brouiller les fans. Bah, bien sûr, oui. Donc voilà, mais du coup, ouais, Alien vs Predator, c'est un bon petit délire, c'est très sympa. Ça reprend du comics AVP, certains éléments qui sont intéressants. Et Ça à nous part amène ça, auprès d'Alien, donc aux deux. ouais, Alien vs Predator 2. Fusion entre un Predator et un Alien. Alien vs Predator 2 qu'on a vu qu'une fois pour le coup, Qui est chiant. parce qu'on va pas se le remater, hein, clairement, on va pas Ouais. s'infliger ça. Là, contrairement au premier, il est pas drôle. On n'y voit rien. Euh, C'est un teen movie des années 2000. C'est ça en fait. Alors, ce qu'on s'était fait cette réflexion sur le fait qu'ils avaient essayé de reprendre un peu cet aspect brisé, un code de l'époque, qui aurait pu être au moins un peu intéressant. C'est notamment, on voyait dans les années 80 qu'ils brisaient cette image reaganienne du héros. Oui, là, Dans les c'est années l'image de 2000. Smallville, quoi. C'est ça, ils brisent l'image Smallville, ça aurait pu être intéressant. Mais fait comme ça, c'est vraiment, il n'y a rien à sauver quoi. Bah non, il y a rien à sauver. Et puis même, je sais même pas si les gens avaient envie de voir ça. Tu sais, tu vas voir AVP, bon, bah, c'est pour voir AVP. Hmm. Bah, pour voir un, Ah oui, non, mais un clairement. clip de Offspring. tu vois. Ouais, clairement. Oh, c'est vrai, Et là, vraiment, c'est c'est des insupportable. Offspring fit Mais c'est ça, c'est Predator. des Offspring, tu vois. Enfin, c'est naze, on s'en fout. La fin, comme j'ai dit, on voit rien. Parce que le film en soi est vraiment. Et donc, osé, bah, quoi. je crois qu'un an après, non parce que là, on est en 2007 et en 2008 ou C'est en 2009. 2010. Ah, ok, donc 2 ans après sort Predator 3, The Predator. Non, Predators. Ah non, Predators, oui, oh, putain. Parce qu'il y en a plusieurs, Alors, pas titre à la con, oui, bah, comme Aliens. Ouais, voilà, bah oui, hein, complètement. Lol. Et de Et, toute façon, Predators, c'est la mort de la créativité. Contrairement à Alien, qui, même si on n'aime pas les films, chaque film, il y a quand même un truc à garder, quoi. Ah non, mais complètement. Alien, pour moi, chaque film essayait d'exploiter une facette différente, Ouais. au moins du xénomorphe, tu vois, ou au moins du rapport au xénomorphe. Après, entre tu me guillemets. diras, voilà, dans Predators, donc Predator 3 qui est là, il y a la planète, il y a le côté leur chien et tout, il y a les berserkers, Alors, ça, c'est de la para, mec. Ça- il y a des... Alors, chose marrante, c'est qu'en fait, moi, je trouve que plus ça va, dans la saga Predator, si on retire les AVP, plus c'est éclaté au sol. Genre, on a Predator 1, c'est une tuerie. Predator 2, ouais. Predators, de la merde. Et alors, The Predator, on en parlera après, mais c'est le pire caca de Voilà. tous les temps. Mais du coup, Predators, c'était un peu... on est en 2010, soit exactement la même année que le remake de Freddy, par exemple. Oui, Donc en fait, on est à une époque où en Oui. fait, on essaye de faire Ouais, des pseudo-remakes, des pseudo-trucs. un petit peu, ouais, c'est un peu Et ça. pour moi, c'est le début de la fin. Ça, c'est Bien clairement sûr, le ouais. début de ce qu'on a encore aujourd'hui. Moi, j'aime à dire que... Avec Halloween Kills... Mais exactement, c'est ça. Moi, j'aime à dire que vraiment Predators est à la saga Predator ce que Star Wars 7 est à la saga Star Wars, à savoir, on a mis 3 éléments C'est ça. viteuf originaux, comme ça à droite à gauche. Sauf qu'à part ça, en fait, c'est seulement du gros fanservice dans tous les sens parce qu'on n'a pas envie de brouiller les fans et on n'a rien envie de faire d'autre que d'essayer de relancer un peu de fric sur une saga. Donc voilà. Avec, voilà, le Adrien Brody Garissou, Ouais, c'est ça. qui, tout comme Ray, est une Marissou. Et qui Donc réussit. le personnage qui réussit tout C'est sans ça. savoir comment, et qui est super fort et super balèze, qui s'enduit debout à la fin.
Pour rien. Comme tu me l'avais fait remarquer, ouais, pour rien. Ils- Juste pour refaire comme Dutch à la fin du non, premier. mais clairement, ouais. Ah, c'est, voilà. Non, puis ils ont inventé cette espèce de berserker de merde, ils ont inventé une autre race de Predator, seulement histoire de faire, regardez, on a fait plus gros et plus fort, là là. Oui, après, pourquoi pas dans l'idée, hein. C'est une culture, il y a des civilisations et des clans, oui, mais... Ouais, mais c'est pas une question de clan, c'est une race là. Tu sais, c'est super, Ouais, c'est la race c'est supérieure. En vraiment fait, une race, t'as ouais. t'as Lawrence Fishburne là, dont j'ai plus le nom dedans. Putain, oui, il y a oh là là, il y a Fishburne. Oui, t'as, Mais donc, merde. t'as lui qui dit un moment, qui fait ouais, imaginez que ces trucs-là, c'est comme les loups avec les chiens, tu vois. C'est qu'en fait, tu fais mais non, ça ne marche pas. Surtout si tu connais un peu le lore de Predator, qui est pas forcément canon, mais dans le lore des comics, par exemple, et des jeux vidéo, on t'exploite vachement cet aspect clan des Même dans les Predators jeux vidéo, oui. et des Yoja. En fait, les Yoja, on te dit qu'il y en a qui sont renégats. Tu prends le jeu sur arcade, qui est génial hein, d'ailleurs si vous le connaissez pas. Le Predator bleu. Voilà, exactement. Donc, si vous connaissez pas le jeu Alien vs Predator sur arcade, oui. il y avait un truc là, comme ça dessus où t'as un Predator qui est traître en fait et qui est contre d'autres Predators parce que. Mais c'est pas une autre race, quoi. C'est Non, juste vraiment de ça, son plein c'est gré, le juste mec s'en va, quoi. C'est juste parce que bah, c'est une civilisation en fait. En soi. Bien Donc sûr. il y avait moyen de faire mille et une choses, sauf que là, comme les mecs en ont rien à foutre de ce que peuvent réellement représenter les Predators et en plus par rapport à leurs personnages principaux, et ben en fait ils te font que des archétypes et des personnages fonctions avec un gros monstre. Merde. Donc, c'est Allez. vraiment merde. Et après on passe à Le fond des chiottes. le caca. The Predator, du coup, cette Voilà. fois, le vrai. Réalisé par Shane Black et Shane sorti Black. je crois en 2019 si je dis pas de Sorti, conneries. ouais, voilà, à des brouettes. Qu'on a mis 1000 ans à regarder. Hein. Ouais, bah, en même temps, vu les bandes annonces et la parade du Predator. On s'était dit oula. C'est déjà, faut le dire qu'il n'y a rien qui va dans ce film. Le casting Ah ouais, est non, dégueulasse, dans le sens où c'est même pas, enfin, pas forcément les acteurs, mais ce qu'ils en font, les personnages en eux-mêmes, c'est le personnage de Sean Black dans Ouais. Predator 1, C'est ça. divisé par 10, donc c'est que des mecs comic relief qui font des blagues de merde. Et qui C'est expliquent leur vibe tout le temps. pseudoment justifié par le fait que c'est une bande d'autistes. Alors ils sont pas autistes, je crois qu'en fait je crois que c'est des, si je dis pas de conneries dans mes souvenirs, c'est des gens des traumatisés de la guerre ou je sais plus Voilà, trop mais quelle ça, connerie. mais tu Ouais, bref, ok. c'est des espèces de renégats à la con. C'est des espèces de casse-couilles, quoi, vraiment. C'est Enfin, voilà, et le c'est mec chiant. il s'est créé c'est une espèce de groupe de petits cons de merde. Le qui- Predator en lui-même est dégueulasse, son design est immonde. Déjà, Ouais. il est tout skin avec une grosse tête. Oui, mais ça, en fait, c'est un problème de. Je pense qu'ils ont fait le film à la grande rage parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était pas le Predator là, c'était son espèce de gros Predator en CGI dégueu. Voilà, Et que j'allais du coup- venir, mais du enfin, coup, il y a ça. Ils se sont pas cassé le cul sur le design du Predator principal. Non, bah non. Parce qu'ils se sont dit, écoutez, voilà. Et puis en plus, Dans tous les cas, on va pas se casser les couilles, il sera en CGI et puis voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis un truc qui me fait chier, moi, c'est que tu vois, par rapport à son casque, ils ont ce truc de vouloir absolument moderniser tout. Poliché, Tu bah vois, à la Star Wars à 7. Star Wars 7. Ouais. Dans Star Wars 7, vous voyez que c'est les mêmes designs qu'on avait avant, seulement ils ont mis un petit coup de polish histoire de faire plus Tesla. C'est Pour ça. moi, c'est ça. hein. C'est- Pour moi, c'est un peu, ils- ouais, c'est un ils peu la vibe Teslaifient Tesla, ouais, absolument, c'est ça. absolument tout. Où ils appelifient. Oui, aussi, ça marche aussi. C'est Ouais. un peu Bah, ça, hein. c'est ce que disait Durandal sur Prometheus, là, avec l'alien Apple, là, tu sais, à C'est la un fin peu du ça, truc. ouais, là, c'est ça, ouais. c'est exactement ça, le alien. Et, Mais du coup- bah, The Predator, oh là là. Non, mais même Les blagues de prout dans tous les Non, sens. mais les voilà, mais machins. pour moi, en fait, il n'y a rien à dire sur ce film-là. Tu vois, Ne dans tous les matez cas, pas The ne le matez Predator. pas, voilà. Donc, c'est juste une erreur cinématographique, une erreur cinématographique fou qui a coulé de toute façon la licence. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que Prey, dont on va en parler, ne s'appelle pas Predator 5. Donc, ils font bien clairement. de l'appeler Prey pour que les gens fassent tiens, c'est quoi ce film Oui, Ils je disent, crois- bah, c'est un bon film. Ouais. Tu vois, sans Alors, même ça- connaître la licence. Comme en plus, on le voit, c'est un film historique, donc ça se passe avant même le premier. C'est Ouais. limite une préquelle, le truc. Bah, j'espère que c'est pas une préquelle, mais simplement un spin-off. Spin-off, c'est voilà. ça. En fait, c'est que ça se sépare complètement et qu'on repart sur juste, écoute, on va raconter des aventures qui sont arrivées à des êtres humains avec le Yoja, Ouais. avec n'importe quel Yoja, avec n'importe quel être humain, parce qu'en fait, je pense que, j'espère en tout cas, qu'ils ont compris que tout le rapport du Predator ne se crée que par rapport à la victime qu'il chasse. Alors ça, c'est des trucs que si t'interviews, je pense, tous les autres réalisateurs qui ont foiré Predator, ils vont dire « Ah oui, mais si, j'ai compris. Et voilà. Mais en fait, non, vous avez compris la surface du bordel, vous avez pas compris où aller chercher, pourquoi, comment. Bien sûr. Alors pour vous dire un peu comment on a découvert cette bande-annonce, Enzo m'envoie le lien de la bande-annonce en me disant Predator 5, ça existe. Moi je me dis oui, c'est une bande-annonce que je ne regarderai pas. Voilà. Parce que La non. licence est morte et j'ai pas envie de voir ça. Voilà, c'est ça, j'ai déjà assez mal au cul comme ça. Et moi, je crois que je l'ai vu à la rage, un peu en mode fatigué, donc Ouais. je dis ah tiens, c'est intéressant. Ouais, Voilà. mais ouais, du coup, je ne savais absolument rien de ce qu'il y avait. Et à un moment, on se capte et il me dit, ouais, tu sais que ça se passe à la guerre de sécession et tout. J'étais là, genre, quoi? Et je me dis, ah putain, déjà, bien.
Déjà cool. Au moins une idée, oui. Ah ouais, parce qu'en fait, moi, un truc qui m'a toujours saoulé avec Predator, c'est qu'on essaye constamment de faire en sorte que ça se passe de plus en plus dans le présent, dans le machin, dans le truc, alors qu'en fait, bah, c'est pas ça l'intérêt. Moi, j'ai toujours voulu, par exemple, un film western avec le Predator, on n'en sait rien, des trucs où en fait, à chaque fois, tu confrontes le Predator avec de différentes manières de se combattre. Et du coup, en fonction de l'époque, forcément, t'as des technologies différentes, des trucs différents, et t'as mille et une façons d'exploiter l'alien. Le plus intéressant en son sens, c'était le 2, parce qu'au moins, c'était un quartier urbain, c'était une ville. Puis c'était genre, il disait, oui, un contexte de jungle, safari, tu vois, parce que genre, c'était la guerre, il faisait chaud, tu vois, enfin, la guerre des gangs, hein, il faisait chaud et tout. Donc c'était intéressant, c'est d'ailleurs les seules bonnes idées à garder du 2. Sauf que là, du coup, on a une vraie guerre, la guerre de sécession aux États-Unis. Et donc, en fait, on va suivre une petite tribu là, d'Amérindiens, j'ai l'impression, ou du moins une fille, qui va être confrontée au Predator, et donc ça donne lieu à des plans assez stylés, notamment ce plan là dans les forêts. Là. En plus, le truc, c'est que la bande-annonce est ultra bien branlée parce qu'elle te dit rien. Bon, il n'y a pas de parole. Elle te dit ce que tu as besoin de savoir. Elle te dit, voilà, on te place ces personnages-là qui vont se faire. Qui sont des chasseurs. Voilà. Donc tout de suite, c'est justifié, c'est cohérent. Il y a un côté un peu miroir avec le Predator qui est sympa. Mais moi, du coup, quand j'ai découvert la bande-annonce, c'était la hype absolue. Hein. Moi, je suis vraiment là, je frétille de pouvoir le voir enfin. Donc le film sort sur Disney+, ou Hulu, aux États-Unis. Et du coup, on a maté ça et je me suis dit, putain, c'est cool parce que déjà, d'une part, bordel, c'est le réalisateur de 10 Cloverfield Lane. Moi, ça me met en confiance tout de suite. Ah, le chat. Le chat se pète la gueule. Ça me met en confiance tout de suite. 10 Cloverfield Lane, c'est une grosse tuerie et c'était un film vraiment qui jaugeait tout sur l'ambiance, sur les questions que ça posait, sur est-ce que ce personnage de John Goodman était aussi bon qu'il laissait paraître et tout. Et le mec était assez subtil dans sa façon de faire. Donc je me dis, putain, là, ramener le Predator de cette manière-là, avec ce mec-là, j'espère que c'est une idée de sa part, ou en tout cas que c'est pas un truc de prod à la con, tu vois. Mais si jamais on peut avoir un film qui se base beaucoup plus sur la menace ambiante qui arrive et qui va pouvoir peser sur les personnages principaux, plutôt que sur du gros actionneur fake Predator 1 de merde, c'est ça. Moi, ça me va. Et puis en plus de ça, les décors sont magnifiques. Ça peut donner lieu à des ambiances bien différentes et ça peut être carrément stylé. Bien sûr. Alors, même niveau Arsenal. Hein. Ouais, clairement. Côté espèce de tomahawk grappin là, qu'elle se fait la meuf. Bon, c'est très jeu vidéo dans l'idée. Le Predator qui lui a une espèce de bouclier. J'ai l'impression que c'est sa lance qui se transforme en bouclier, c'est un peu bizarre. Mais voilà, même son design est quand même assez intéressant, qui reprend plus ou moins, enfin notre théorie en tout cas. Le premier design dont on vous a parlé du Predator. En fait, si vous regardez bien, je crois qu'il y a une frame où on voit vaguement sa gueule dans la bande-annonce. Bien sûr, c'est un peu le money shot. Quoi. On sait tous qu'il a un crâne sur la gueule, c'est pas un casque de Predator c'est vrai que c'est commun. Un crâne. Là, c'est un crâne. Et en fait, ce qu'on s'est dit, nous, c'est putain, en regardant un peu les courbes du bordel, on dirait vraiment le premier design qui a été fait, justement celui dont on vous parlait. Le Van Damme, quoi. Voilà, celui dont on vous parlait tout à l'heure. Et donc on dirait vraiment ça, et je me dis putain, s'ils ont osé faire en sorte qu'il porte le masque de ce truc-là, ce serait trop cool, parce qu'en plus c'était déjà une idée dans certains comics ou certains jeux vidéo, je sais plus, mais on vous met l'image par exemple de la NECA figurine qui a été faite là-dessus, où t'avais déjà un Yoja qui avait un masque de cette créature-là. Non, puis j'aime bien le fait que, ok, ils te mettent un truc qui se passe dans le passé, peut-être que son masque est un peu plus archaïque, on n'en sait rien. Ça semble plus ou moins logique, tu vois, ça doit être une civilisation avancée, ils sont eux aussi subis autant, tu vois, donc alors, si on remonte à la guerre de sécession... J'en sais rien, ça trop, parce que tu vois, dans Predator 2, par exemple, quand on voyait qu'il lui balançait son espèce de gun de pirate, on n'a pas vu la gueule qu'ils avaient non plus, tu vois. C'est vrai. J'espère au moins qu'ils vont trouver 2-3 trucs, et puis même... le truc moi qui me ferait triper, c'est qu'on exploite une grosse chasse à l'homme totale et peut-être même d'aller plus loin dans le rapport au Yoja, qui sait, peut-être une fin de film dans un vaisseau Yoja comme on avait dans Predator 2 mais en mieux fait, tu vois. On n'en sait rien, peut-être des décors un peu plus particuliers, des façons de voir cette créature arriver sur Terre qui seraient différents. Moi je mets vraiment tous mes espoirs là-dessus parce que je me dis putain, il y a moyen d'un renouveau vraiment. Ouais, puis même pourquoi pas faire un petit discours semi-politique, tu vois. Ah oui, ça reste la guerre. Donc, puis en plus ça reste les Américains qui colonisaient voilà, complètement donc il y a quand même un truc à faire, tu vois. Ouais. Les Britanniques, enfin voilà. Ouais. Mais bon, on verra. Donc voilà, il y a moyen d'avoir un truc très J'aimais quand même personnellement, moi, des réserves. Hein, ouais, par rapport à quoi ? La saga est tellement morte dans tous les cas que j'attends de le voir, mais j'attends rien. Enfin, tu vois, c'est bizarre. Je suis hypé,
Mais en même temps, j'ai mis les réserves pour me dire si c'est de la merde, bah écoute, je l'aurais vu venir. Et Oui, non, mais je tant vois, pis, quoi. ouais. Tu vois, je me dis pas, oh putain, oui, ça va relancer la saga. Non, tu vois, je me mets pas tous les espoirs du monde. J'ai déjà trop été déçu. Bah écoute, c'est à voir. De toute Cas, façon, je le pense film que est pas sorti. dès qu'il sortira, Dès ce qu'il sera sort, c'est plat. Day One, voilà. de toute façon. Clairement. Et donc, Con de pas le voir au cinéma pour le coup. Mais... bah, en fait, il sortira pas au cinéma. C'est oui, non, mais très c'est dommage. con de pas le voir au cinéma. Ah oui, ouais, c'est vrai. Donc voilà, si jamais vous avez quelque chose à nous redire là-dessus, peut-être votre rapport à Predator. Si vous l'avez pas vu, parce que la bande-annonce c'est quand même elle aussi sortie un peu en soum-soum. Ouais. Voilà tout ce qu'on avait à dire pour Prey. Pour Prey, donc là on passe à la news suivante, donc l'annonce. La La Land à Arkham. Voilà, donc Joker 2, Alors Todd Phillips. déjà Joker 2. C'est une annonce qui était tombée il y a un moment. C'est Dès la sortie du premier. Voilà. De toute façon, Joker Warner, 2 allait les arriver. girouettes. Ah oui, Joker, avant que ça sorte, on s'en bat les couilles. Après que c'est sorti, allez. Non, après que ça ait fait de la thune. Oui, non, mais que c'est sorti et que surtout c'est ça. tapé le milliard, que ce soit le film rated R le mieux, enfin le plus rentable, Ouais. 1 milliard alors qu'il a coûté que dalle. Ouais. Je pense que Non, c'est puis ce qu'ils qu'aurait. y croyaient pas, quoi, les bâtards. Je pense que quelque part Sony aurait bien aimé faire ça avec Venom, mais. Bah putain, s'ils avaient touché le milliard avec Venom, j'aurais perdu foi en l'humanité, là, quand même. oui, quand même, c'est quand même assez chaud. Parce que toucher le milliard avec le Joker, c'est très bien. Si vous voulez notre rapport au premier C'est Joker, très bien, voire même logique en fait. C'est le Joker, tu vois. c'est très bon. Et c'est vraiment un film qui, en tout cas, moi, m'a marqué. Parce que vraiment, quand on est allé le voir, on s'attendait un peu à rien. On s'est dit, ça peut être audacieux. On a vu le truc arriver petit à petit. On s'est dit, bon, c'est possible qu'on aille voir vraiment une bousasse qui essaye vraiment de faire du Joker une sorte de héros. Les bandes annonces, quand même, nous montraient que ça avait l'air artistiquement stylé. Oui. Les bandes annonces sur du Frank Sinatra et tout, là, enfin, ça avait l'air surmé, tu vois. Joaquin Phoenix, sa métamorphose, tu faisais, oula, le mec a charbonné. C'est terrible parce que nous, on n'y croyait pas. Hein. Ils ont bah annoncé non, Joaquin Phoenix, bien on a sûr. fait, comment ça Voilà. Et on a vu sa gueule, on a fait, ok, on ferme Ok, la gueule. c'est bon. C'est bon, il est Puis une même, gueule voilà, parfaite. au début, ça faisait peur, tu dis, oula, on invente une identité au Joker, ça me rappelle, c'était Roland de Batman 1 de Tim Burton, tu vois. Ouais, Jack Napier, Ouais. c'était Arthur Fleck, tu vois. clairement, Affleck. Fleck. Franchement, je pense que c'est vraiment une blague. Je pense que c'est une balle perdue directe. Mais oui, en effet, et quand on est allé le voir, moi je suis allé le voir 2 fois au cinéma. Et vraiment, parce que putain, le kiff, quoi, mine de rien, il y a un pied qui est terrible. Même si, bon, c'est encore un amalgame de plein de films qu'on connaît déjà, comme La Valse des Pantins, ce genre de trucs-là. Taxi Driver. Ouais, Taxi Driver, beaucoup. Ouais. Puis même, il s'est inspiré beaucoup de faits divers. Oui, bah oui, bien sûr. Notamment ce truc de. Je sais plus quel gars avait buté justement de mecs qui étaient en train d'agresser une nana dans un métro. Vraiment, c'est vraiment arrivé ce que le Joker fait à un moment. Après, il y a des inspirations comics, la Dark Knight Return, quand il débarque sur le show, tu vois, et tout. Ah ouais, complètement. Non, mais le mec est allé fumant, piocher tu vois, partout. enfin, voilà. Mais ça donne au moins un amalgame qui est très intéressant. Et puis même dans le traitement du Joker, c'était à voir. Même, c'est toujours agréable aussi. Moi, j'aime beaucoup de voir un film qui traite ce genre de sujet. J'aime bien, moi, la descente en enfer. C'est un truc que j'aime beaucoup voir. Oui, bien sûr, non, mais en soi, c'est très bien fait. Quoi. Ouais. En soi, c'est très bien fait. Le film était un vrai film de monstre. La musique est incroyable aussi, tu vois. Elle caractérise bien. T'as cette espèce de scène psychédélique où il danse dans les chiottes, là. Ouais. Voilà. Ah, puis on pense, quitte à faire un film sur le Joker, ce qui est intéressant, c'est qu'il le savoure, quoi. Tu savoures, puis le mec est fou. Ouais. C'est sans doute même le Joker le plus fou qu'on ait eu. Parce que Heath Ledger, il est fou, mais il est cohérent. Il a un plan, il sait ce qu'il veut faire. Il a beau dire qu'il a pas de plan, c'est faux. Il a pas de plan, mais... Là, il est fou. Le mec s'invente des vies, il a des hallucinations, c'est n'importe quoi, tu vois. Il est psychologiquement malade. Oui, puis en Sa plus, mère est une tarée aussi. Justement, ce qu'on craignait, nous, c'était qu'il en fasse une espèce de gentil. Et en fait, là où tout le monde a compris le film comme ça, enfin beaucoup de gens en tout cas ont compris le film. Ce qui est terrifiant, parce que c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est clairement le film juste montre, c'est un drame en fait. On te montre simplement comment un personnage, un être peut, par son vécu, devenir complètement détraqué. Et malheureusement, si tu mets le mauvais gars dans la mauvaise situation, c'est un peu ce qu'il explique avant de buter De Niro là. C'est que si tu mets le mauvais mec au mauvais endroit au mauvais moment, clairement ça donne un cocktail explosif. Logique Killing Joke, tu vois. Ah, mais exactement, c'est là où il a compris le personnage. C'est ça, voilà. Et c'est là où c'est intéressant parce que il aime le Joker et en fait, moi ça me fait au moins plaisir de voir un personnage que j'aime autant traité de cette manière-là. Donc vraiment, quand on a vu le film, on est ressorti avec un grand sourire, sans mauvais jeu de mots ou quoi. Oui, le problème c'est que faire une 2, faire un 2, on n'a pas compris. Déjà, tu ruines la fin ouverte. C'est clair. Ouais. Pourquoi ? Parce que cette fin, justement, qu'il nous proposait, c'était simplement finir le drame de la façon la plus parfaite au monde. C'était, on termine le Joker en disant, voilà, il est devenu fou, il est à son apogée, et à partir de là, sa vie ne sera un drame
ne cessera d'être un Ouais, drame. tu fais Vraiment. ton film avec la mort de Thomas et Martha Wayne, enfin voilà, Ouais, c'est ça, tu ouais. t'en fous, quoi. C'est un univers, c'est bon, le truc est Mhm. one shot et c'est fini. Ouais, mais c'est un truc où, genre, nous, quand on a vu qu'il y avait un Joker 2, tout de suite, notre premier truc, ça a été de faire oh là là. Surtout qu'en plus, à l'époque, je crois que même Joaquin Phoenix, il disait non, moi je suis pas chaud, machin, et là, bon retournement de veste, alors. Oui ou non, peut-être que le script l'a emballé. Je pense qu'il y a de ça, hein, clairement. Après, c'est toujours Todd Phillips derrière, donc ça reste son pote. Ils ont fait le 1 ensemble. Enfin voilà, il y a une relation vraiment qui s'est créée sur le tournage et tout. Mhm. Donc, je pense qu'il lui fait confiance. Ouais, puis entre-temps, il a un peu gagné un Oscar aussi, donc... Aussi, je pense que ça il y, joue pas a mal. il y a le bif. Mhm. Je pense qu'il faut pas non plus se leurrer, tu vois. Et Le donc- seul problème, c'est que c'est la thématique, quoi, en fait. Nous, c'était la grande question. Qu'est-ce que tu veux bien faire du Joker dans un 2? Et donc, très Si récemment... c'est pas Batman, parce que Voilà, ce c'est sera pas ça, Batman. ce qui est bien, d'ailleurs. Ce qui est bien, parce qu'il y a déjà trop de Batman en même Ouais, temps. laissez-le dans son univers tranquillo. Et donc, la news tombe récemment. Le titre, hein, donc... Donc, Folie à deux. Folie à Titre deux. français. Oui. Bah, Autant ça- en ça- anglais qu'en. Voilà. Ça m'étonne pas parce qu'il a cet aspect très vieux film. Mais bien sûr. Et je pense qu'il y a ce truc de très vieille Hollywood. Ouais, et mais dans oui, la bien vieille sûr, Hollywood, ouais. je sais pas pourquoi la France comptait à ce point-là. Bah, vraiment. ça fait un peu film noir, tu vois. C'est un Oui, peu c'est thème, ça, ouais, côté c'est- romantique, tu vois. Bah, un peu. c'est Paris, C'est quoi. ça, voilà, c'est Ouais. Paris, c'est Moulin Rouge, tu vois. Enfin, c'est clairement, ouais. le côté, bah, même cabaret, tu vois. Ça, justement, ça va être une comédie musicale. Donc je pense directement ouais, au côté cabaret, Paris, France, tu vois. Donc, C'est ça, ouais. il y a moyen que ce soit dans l'esthétique plus ou moins le même genre de délire, tu vois, avec les gros lights. Tout Oui, ça, on va y venir, du vraiment, coup. ouais. Et Donc bah, Folie à deux, Lady Gaga plus ou moins supposée en Harley Quinn. ouais. Déjà le titre, tu dis bon ça va être Harley Quinn. L'esthétique, le titre en rouge, c'est Harley Quinn. Alors, qu'est-ce qu'on pense d'Harley Quinn? Ça peut être intéressant aussi. Je vais te laisser commencer. C'est un bon personnage, one shot. Elle a C'est- une bonne origin ouais. story, c'est Mhm. tout. Après, passer ça, c'est fini. Mhm. Tu vas pas passer ça, ça t'en fait quoi? Bon bah ça devient la larbin du Joker. Il la rejette, elle revient, il la rejette, elle revient. Ensuite, elle comprend qu'elle en a marre. Donc, ça devient un personnage féministe représentatif où donc elle se libère. Elle est lesbienne en plus, donc elle se met avec Poison Ivy. Elle fait partie de la Bat Family, c'est n'importe quoi, ça n'a rien à foutre là. Ouais. Enfin, le fait qu'elle soit lesbienne, c'est pas n'importe quoi. Hein. Attention, le personnage fait ce qu'il veut. Le fait qu'elle fasse partie de la Bat Ouais, Family, mais ça clairement, c'est n'importe ouais. quoi. Bah, enfin, tu sais, on parle quand même d'un personnage qui a massacré des C'est dizaines ça, et des voilà, dizaines de dizaines personnes. de gens sans trop s'en foutre. Tu C'est vois. ça, voilà. Et Et, puis maintenant, d'un coup, Bat elle Family. combat avec Robin et Batman. Et, Et les gens, Batman. et les gens, l'oublient, ça. et les gens l'ont oublié. Et les parce gens qu'en sont fait- totalement pour, tu vois. Parce qu'en fait, comme Harley Quinn a été inventé dans le dessin animé de Bruce Timm, forcément, et de Paul Dini, forcément, il était, je dirais, enfin, il était pas très trash, tu vois, c'était des braqueurs. Oui. Donc en fait, à partir de là, le personnage n'était pas ultra trash. C'était pas ultra trash et en fait il joue plus maintenant sur le côté femme battue. Ouais. Il joue sur le pathos en fait. Tu vois, il Mhm. joue sur le fait que c'est plus une victime qu'une vraie folle, tu vois. Alors que Et donc, pour moi, c'est pas ça, que en fait. Batman et la Bat Family ont bon héros, tout le monde a droit à une deuxième chance. Ah bah voilà, viens faire partie de la Bat Family. Parce qu'après tout, t'as jamais été vraiment méchante. C'est clairement ce qu'ils T'as essaient de jamais dire. été folle. Voilà. Non, si. T'es juste si, une si. victime. Et donc voilà. Mais je trouve ça un peu con, tu vois, que Harley Quinn devienne plus un symbole plus que Wonder Woman. Tu vois. Ah, je suis d'accord. C'est un peu bête, tu vois. Bah après, Wonder Woman a moins subi, entre guillemets, elle est beaucoup moins proche des êtres humains dans comment, je veux dire, Wonder Woman, elle est moins, Ouais, mais c'est des pas une personnages- humaine. des personnages féminins chez DC, t'en as plein, quoi. Non, puis même avec Harley Quinn, ça n'a absolument aucun sens. C'est juste, c'est le portrait de quelqu'un, bah, comme avec le Joker, c'est le portrait de quelqu'un qui devient taré petit à petit à cause d'une mauvaise suite d'éléments. Puis en plus de ça, ce rapport justement au côté entre guillemets féministe, j'ai du mal à voir comment ils vont l'entamer avec celui de Phoenix. Ils vont pas le faire. Ouais, parce que, Ils vont pas le celui faire, de Phoenix, ouais. je le vois mal battre sa Harley Quinn vraiment ou quoi que ce soit, tu vois. Ils vont pas le faire, ils vont juste jouer sur le film de monstre, encore une fois. Ouais. C'est d'ailleurs ce qui me fait dire que ça peut être plus ou moins un bon film. Parce que, après tout, comme je le disais, l'origine d'Harley Quinn, c'est la meilleure chose Mm. du personnage. Ouais, puis expédiez-le là, vraiment. Moi, Bah, c'est un s'il y a truc- bien un truc où il faut le faire, c'est là, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis ça peut être plus intéressant si c'est plus creusé en fait. Si c'est plus creusé, si on fait tout un film sur elle, alors c'est justement ça, est-ce que ça va être le Joker, encore le personnage principal du film, ou Harley Quinn? Moi, si Moi, je une pense fois- que ce serait plus intéressant de centrer le film sur je Harley suis Quinn. d'accord, ouais, clairement, ouais. Surtout qu'en plus, moi j'ai toutes mes théories, et d'ailleurs c'est déjà des théories qui commencent à arriver sur le net qui disent que si c'est une comédie musicale, c'est parce que ce sera fantasmé. Mais ça Ce sera- ça peut pas Ça peut pas être véritablement, Oui, c'est tu ça, vois, ils peuvent oui. pas danser à la limite peut-être dans la cantine d'Arkham, tu vois, j'en sais rien. Mais après, est-ce que c'est une meuf qui est enfermée elle aussi à Arkham, ou est-ce que c'est vraiment une psychiatre? Ah, si ils me font le coup de c'est une nana qui est enfermée à Arkham, j'aurais du mal. Hein. Déjà j'ai des relents de Gotham.
Je- Dans Gotham, c'était plus ou moins le même genre de Ouais, mais conneries, il me semble. j'aurais du mal parce que du coup, tu perds toute la beauté du truc. Bien sûr. Tu vois, par exemple, un exemple que je prends souvent pour citer à quel point Harley Quinn pourrait être intéressante, c'est Mindhunter. Si vous connaissez pas Mindhunter, bon, c'est une série réalisée en partie par David Fincher qui en gros traite de cette brigade du FBI qui a commencé à s'intéresser à la psychologie réellement des psychopathes et des tueurs en série, c'est d'ailleurs eux qui ont inventé le terme, dans les années 70, et qui en fait traitent de ces mecs-là qui, au lieu de voir les tueurs en série comme de simples monstres à gré-gré, se sont intéressés à comment ils pensent réellement pour pouvoir arrêter d'autres gens qui seraient potentiellement dans les mêmes cas. Donc c'est ultra intéressant. Et en C'est fait, une influence de matrice pour sa scène dégueulasse du Joker en plus. Hein. plus ou moins. C'est ce qu'il disait, hein, il oui, voulait oui. faire vraiment un truc à la Mindhunter où le Batman vient. C'est ça, mais définitivement, en plus, avec le Joker, putain, c'est une grande Oui, histoire non, mais d'amour, voilà. hein, de la zone fantôme et le Joker. Donc, oui, si ils font ça avec Harley Quinn, En fait, c'est ça, ce serait super intéressant, Intéressant. parce que pour ceux qui ont vu la série, vous savez qu'il y a un moment où il y a surtout un des personnages principaux qui manque d'aller du côté obscur, quoi, vraiment. À force de côtoyer Ça ce genre bouffe, de ouais. personnage. Mais c'est évident, parce que quand tu côtoies des psychopathes ou ce genre de truc là, ça doit être tellement dur moralement que t'en finis par peut-être craquer, on est tous humains, tu vois. Ouais, c'était déjà en plus une thématique un peu dans Watchmen avec le psychiatre de Rorschach, tu vois, qui Mais devenait de complètement. plus en plus fou, Ouais, tu vois, à ouais, force complètement, de ouais. côtoyer Kovacs, parce que c'est un mec qui est taré, tu vois. Ouais. Donc, oui. Et avec Harley Quinn, s'il me creuse le truc dans ce sens-là, que ce soit fait d'une manière ou d'une autre, ça peut être intéressant. Et moi, au moins, j'aime, quoi qu'il arrive, quand un film est annoncé, j'aime l'audace. J'aime voir à quel point ça va être audacieux. On me dit Lady Gaga, comédie musicale, je fais et après je bug et je me dis Mais on nous avait dit Joaquin Phoenix Joker. ouais, c'est ça. Et en vrai, je me dis ah ouais, pourquoi pas? Parce que au moins c'est audacieux, et puis j'y retrouve quelque chose qui est pas cette putain de Margot Robbie à la con là qui fait du roller. Donc franchement, c'est la Harley Quinn comics maintenant. C'est... ah oui, non, mais clairement, mais moi c'est un truc qui me sort par les yeux parce que Bien sûr. je m'attache plus du tout au personnage d'Harley Quinn. Et puis de toute façon, vu le four qui a été Birds of Prey, je pense pas qu'ils en feront encore. Ah non, mais clairement. Mais De toute façon, tu le vois même dans The Suicide Squad, celui de James Gunn, il l'avait déjà éclipsé dans la com. Tu sentais qu'ils avaient un peu peur. Oui. La com était plus centrée sur Peacemaker, sur King Bah, Shark. ils auraient jamais osé la dégager complètement parce Ça, que. non, mais de toute façon, elle a plot armor, tu vois. Elle meurt pas au début parce que c'est C'est Harley ça, Quinn, tu vois, ouais. donc elle peut pas mourir. Mais en fait, dans The Suicide Squad, si t'oublies le fait que c'est Harley Quinn, entre guillemets, c'est très cool. Oui, c'est Le ça. personnage est vraiment Et voilà. intéressant parce que lui, au moins, il a écrit une nana qui est vraiment. Je dirais pas qu'elle est vraiment folle parce que je veux pas aller jusque-là, mais c'est plus une vraie psychopathe. C'est-à-dire qu'elle Au moins, elle hésite ouais, c'est pas à déjà ça, buter ouais. sans foi ni loi. Déjà ça, puis au début, elle est censée être envoyée au casse-pipe Oui. parce qu'elle sert à Ouais, rien. oui, c'est ça, ouais, clairement. C'est ça. Voilà. Mais il a compris, de toute façon. Bien sûr, ouais. James Gunn a compris la Suicide Squad et il a compris comment écrire des personnages qui sont vraiment abjects. Si vous voulez mon avis sur The Pareil, Suicide ouais. Squad, il y a une vidéo sur la chaîne pour le coup. Mais oui, ce qui fait que The Suicide Squad rend beaucoup mieux que le premier, c'est que c'est pas des mecs qui passent leur temps à faire gris-gris, on est tarés un comme une bande Non, d'ados. c'est des vrais enculés. C'est des et vrais puis voilà. enculés. Et À la fin, évidemment, ils redeviennent plus ou moins gentils parce qu'il faut sauver la ville, tu vois, mais ouais. en contrepartie de quelque chose. Oui, c'est ça. Au moins, c'est déjà ça. C'est Idris Elba, il lui demande au moins, bon, C'est bah, ça. nique-toi. Non, puis en plus de ça, c'est cohérent avec les personnages. Oui, C'est cohérent avec les personnages parce que Harley Quinn, elle fait pas ça pour sauver l'humanité, elle a fait ça parce qu'elle veut rester avec ses potes c'est ça. et qu'elle a peur d'être toute seule, Bien c'est sûr. tout. Mais du coup, c'est au moins intéressant la manière dont ils traitent ça. Et en fait, le truc avec Harley Quinn, c'est que oui, comme tu le disais, c'est vraiment ça. Pour moi, Harley Quinn, elle n'a d'intérêt que dans son origin story et dans ce qu'elle va devenir après, on s'en fout. Une fois qu'elle est avec le Joker, elle pourrait très bien se faire buter. Pour moi, c'est ça. Hein. Mais elle pourrais sert pas à me rien. faire- Elle a pas de capacité. Enfin, même si on lui invente des capacités en disant que Caroline Quinzel a été médaille d'or de gymnastique, tu vois, Oui. et que donc elle sait faire des saltos Oui, et non, machin. mais, ça n'a jamais été un ennemi physique de Mais Batman, voilà, de vraiment. toute façon, il suffit de voir n'importe quel affrontement Harley Quinn Batman, sauf dans les trucs où c'est n'importe quoi. Ouais. Genre Harley et Batman, là, je crois, le film animé pourri où elle rivalisait avec Nightwing, Oui, non, mais ça, frère. puis elle le viole. Ouais, littéralement, ouais. Voilà. Ça, c'est n'importe quoi. Mais tu prends genre la saga Arkham, il n'y a jamais un combat de boss contre Harley Quinn. Non, mais de toute Limite, façon- c'est genre dans Arkham Asylum, il l'enferme en 2 secondes. Tu Moi, vois. à la base, Harley Quinn, je la trouve insupportable. Dans le dessin Bien animé sûr. de Paul Dini, pour moi, c'est un des persos. Déjà, de toute façon, le Joker, je le trouve insupportable hein, dans le dessin animé de Paul Dini. Mais alors, putain, Harley Quinn, je trouve qu'elle est mais d'un nul à chier. Tout le monde qui est là, ah waouh, parce qu'elle a un design qui est sympa. Le design est sympa. Voilà, mais c'est tout. Elle a un design qui est cool, mais c'est tout, c'est marre quoi. Puis, bon, je compte même pas la VF qui est insupportable autour de ce personnage. Moi, c'est vraiment un perso qui me sort par les yeux dans énormément de visions. Et en fait, ce qui m'emmerde, c'est que je me dis, putain, c'est con parce qu'avec une origine aussi intéressante que ça, il suffirait de prendre un point de vue différent
d'essayer constamment de se baser sur la vision de Paul Dini, sur Mad Love, sur les comics d'aujourd'hui et tout. Il faudrait se détacher de ça. Et ce qui est intéressant avec Todd Phillips, c'est que justement, à la toute base, lui, ce qui l'intéressait en faisant le Joker, c'était, je vais prendre ce personnage-là, certes, de comics, je vais retirer certains trucs comme tu disais, à Killing Joke, à Dark Knight Returns. Dark Knight Returns, exactement. Et donc, je vais créer ma propre sauce en m'émancipant de ces trucs-là. Et à partir de là, je me dis, on ne peut qu'avoir au moins une vision qui serait en dehors des carcans qu'on a. Dans tous les cas, faut pas espérer un truc comics accurate. Ah oui, moi ça me va. On le sait, tout le monde. Enfin voilà, c'est vu le Joker 1, c'est pas comics accurate, c'est pas son idée. De toute façon, même lui, c'est limite, il chie pas sur les comics des fois en interview. Ouais. Un peu à la Singer, tu sais. Ouais. Mais à la différence que c'est pas les X-Men qui fait. Oui. Enfin, tu vois, Singer, lui, il fait les X-Men. Donc... puis de toute façon, même sans compter ça, je veux dire, sa Gotham est très belle. Oui, en plus, en fait, à contrepartie, il crée un vrai univers, une vraie histoire. Une vraie c'est esthétique ce qu'on au Joker, attend en fait. avec Harleen, quoi. C'est ça. Et si jamais il me fait un truc vraiment, même en comédie romantique, moi, du moment que. Musical plutôt, du moment que la musique sert dans le film. Et que ça donne un bon film et des bons visuels. C'est ça, voilà, moi ça me va. En plus, Lady Gaga, ça reste une bonne actrice, elle sait chanter. Ouais. Joaquin Phoenix aussi, il ouais. a joué Johnny Cash et il a passé 4 ans à faire du rap underground. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Ça peut aller. Alors après, Lady Gaga, moi au début j'ai émis un peu quelques réserves parce que je me suis dit putain, Lady Gaga c'est strange quand même. Oui, mais Joaquin Phoenix c'est strange aussi. Mais bon, après, faut qu'il repère du poids. Hein, mais... Oui, c'est sûr. Parce qu'il en avait regagné pour un autre rôle aussi. Et oui, Lady Gaga, plus ça va, plus je me dis pourquoi pas, parce qu'en plus de ça, j'ai vu, je peux peut-être vous le mettre là, j'ai vu un concept récemment, un concept art que quelqu'un a fait, random, de Harleen, Lady Gaga, et j'ai fait putain, pas mal. Pas mal, ouais. Parce que y a quelque chose d'intéressant là-dedans, et au moins c'est audacieux, quoi qu'il arrive. Après, voilà, ça reste les rumeurs. Hein. Et puis après, on n'est pas à l'abri non plus d'avoir une espèce de délire de merde éclaté. Où le gars fait sa petite sauce à la con, et puis c'est pas. En tous les cas, voilà, tant qu'on l'a pas vu, on sait pas. Moi, en fait, tout ce que j'espère, c'est que ça s'arrête après. Ouais. Ce soit le point final, parce que s'ils me font un film Pingouin, un film Harvey Dent ou Mr. Freeze après... là on quitte le film d'auteur, on va dans le film de studio. On va dans le film de studio, on va dans la logique Warner où ça a marché, on fait 1000 copycat simili du Joker, où ça part pas d'une idée, faut savoir aussi que le film Joker revient de loin, c'est une idée de Todd Phillips. Il fait War Dogs pour Warner, il gagne plus ou moins la confiance des producteurs, et il leur dit les gars j'ai une idée à propos du Joker, est-ce que je peux la faire? Ils leur ont dit oui. Mais eux, ils avaient aucune envie de faire un film Joker. C'est comme avec The Batman. Voilà, c'est pas comme Sony qui force avec leur film Sinister Six et Venom depuis des années. De toute façon, dès qu'on se met à parler de films de production, on se retrouve avec du caca. Bien sûr, oui. Disney. Oups. mais forcément, oui, on se retrouve avec des films de merde parce qu'en fait, les mecs ne font pas ça et pas par idée. Avec un personnage, ils se disent pas oh putain c'est intéressant ce qu'il y aura à faire de telle et telle manière, c'est pas moi tu vois l'intérêt que je du moins plus maintenant. Oui. Enfin ça a pas été Disney au début mais Marvel Studios au début ils avaient un plan mais il y avait un rapport plus intimiste aussi. Bien sûr. C'était moins des gros blockbusters qui allaient fonctionner de façon certaine. Déjà ils avaient pas toute la thune du monde pour se permettre de faire des blockbusters comme ça. C'est ça ouais, tous les 6 mois là. Fallait qu'ils réfléchissent, fallait qu'ils soient sûrs de ce qu'ils font. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est là où je me dis qu'au moins avec Todd Phillips, c'est là où je retrouve mon vent de fraîcheur un peu. Avec Todd Phillips, avec Matt Reeves, notamment. On peut leur reprocher ce qu'on veut à ces films-là, mais moi, si on me donnait ce genre de film-là en balle sur n'importe quel personnage de comics ou quoi, bien sûr. ça m'irait à mort. Parce qu'en fait, j'aurais des visions d'auteur. Des visions, voilà, c'est ça. Moi, l'intérêt que je vois, Non, des visions, puis pas le côté mercantile, quoi. Le côté, juste, ça part d'une idée d'un mec. Ouais. Oui, évidemment, il y a le côté, on veut créer un univers et on surfe sur les personnages. Mais ça, c'est normal, en fait, presque, tu vois. Ils ont une licence, ils veulent l'exploiter. Bien sûr. Oui, mais au moins, ils engagent un mec qui veut faire ça, et pas juste, ils vont prendre un mec et lui dire, tu fais ça. Et ça donne un bon film, plus ou moins. Ou au moins, il y a un truc à gratter, tu vois. Mais en fait, moi, je préfère voir le mauvais film qui sort d'un mec en question. Oui. Parce qu'au moins, j'y trouve un intérêt qui est plus grand. Si l'intérêt du film, à la base de sa création, c'est « Viens, on va faire de l'argent », donc tu préfères toujours plus Ragnarok à No Way Home. Ah, complètement. Mais complètement. Mais je préférerais complètement Ragnarok à No Way Home, parce que bien que ce soit encore une idée de Disney, parce que c'est pas Taika Taika, à la base, il aurait voulu faire un film Flash Gordon, de toute façon. C'est vrai. Et putain que j'aurais voulu voir un film Flash Gordon par Taika. Mais au moins, je vois que Taika se fait triper. Je vois les trucs des comics que Taika, il est allé choper, qu'il a bien aimé. No Way Home, c'est
Ah bah d'accord, bah je vais réaliser ce truc-là alors parce que les gens ils veulent revoir tel et tel personnage. Ah bah on va le faire comme ça. Il faut un script prétexte pour nous envoyer des trucs. Je C'est un pense, film de producteur. je pense C'est un très film de clairement qu'un producteur. jour je ferai une vidéo sur No Way Home. Putain, Parce celle-là, que on l'attend. C'est un des films que je déteste le plus au monde et c'est la définition même justement de cet aspect. Ouais, on veut faire de la thune avec des trucs que les gens ils aiment. Et c'est un truc qui m'énerve ça et c'est un peu à la toute base, on avait un peu peur justement avec Joker 2 parce qu'on se disait putain, ça sent Warner qui fait bon bah ça a marché le premier pouf. Alors que quand on voit ces trucs, ces aspects très audacieux que Todd Phillips propose, on se dit ah ça peut être rassurant au moins sur cet aspect-là, tu vois. Parce que je vois aucun intérêt à une adaptation si ce n'est de voir ce qui a touché dans le personnage de base le réalisateur qui va l'adapter. Ouais. Pour moi, tout l'intérêt d'une adaptation ne se joue que dans le point de vue qui est pris par n'importe qui. Bien Je sûr. pourrais voir un film Joker fait par 1000 gars, du moment que c'est 1000 gars qui ont une vision différente du Joker, ça m'intéresserait, tu vois. Donc, à voir. À voir. Ça fait partie de ces films où c'est pour ça qu'on se pète pas le cul, par exemple, à parler de films du MCU ou ce genre de trucs-là dans les... Parce qu'en fait, dans il n'y les aurait zones rien à fantômes, dire, tu c'est vois. ça, ouais. Rien à dire, ce serait toujours la même chose. Ce serait bon, bah ils ont annoncé ça, ils ont engagé machin truc pour faire ça. Et puis voilà, tu vois, je sais c'est même pas marrant. qui a réalisé Moon Knight, je sais pas qui va réaliser She-Hulk, enfin j'en sais rien, j'en ai rien à foutre quelque part, tu vois. Et parce que dans tous les cas, c'est des films de producteurs avec comme idée de servir l'univers et de faire une glace, et puis voilà. Ouais, Aussi ouais, vite c'est pris, vrai, aussi vite c'est- oublié, putain, tu vois. mec, t'as la définition Tu vois. exacte du truc, c'est vraiment des marchands de glace. C'est des marchands de glace, tu vois, ça peut être n'importe qui. Ça peut être Pierre ou Jean qui te fait ta glace, elle aura le même goût, en fait, tu vois. Ouais. Tout est tellement codifié, la recette est déjà là. Ouais, voilà. Mais du coup, voilà, si vous êtes hypé pour le Joker ou pas du tout, pareil, toujours dites-le nous, dites-nous ce que vous avez peut-être pensé du premier, quel aspect du Joker vous aimeriez voir, Ou Darlene. Hein, voilà, ou et Darlene, ou quel aspect de n'importe quel méchant ou quoi, si jamais vous avez envie de creuser le sujet avec nous, on reste toujours ouvert au débat. Nous, on émet toujours quelques réserves, mais je pense qu'on va aller voir... Joker 2, on ira le voir, mais c'est le point final pour moi. En fait, C'est bon. Moi, en fait, pour moi, ça s'arrête là. je pense qu'on va aller le voir comme on allait voir le premier. À Oui, bien savoir, sûr. Bah, déjà, j'attends les trailers. Oui, Tout va se jouer à ça. Hein, de toute façon. ça va faire peur. Hein. Ouais, voilà. Tu sais, quand ça va popper, il va y avoir un clic. Oh putain. Ouais, en plus, avec toutes les miniatures et tout. Puis je sens qu'on verra pas Harley Quinn. Mais je sais pas si, tu vois, je sais pas si je la materais, moi, la bande-annonce. Ah, toi, tu veux garder tout. Bah, j'aurais bien envie. Moi, je veux la mater. Ouais. J'aurais bien envie de me garder la full surprise, histoire qu'il y ait certains trucs qui me sautent au pif. Ouais. À voir. Je pense pas que. Ah, si c'est un teaser à la con, Comme il l'avait fait pour le premier Joker, d'ailleurs. exactement, ouais. Au moins Ouais. histoire d'avoir une idée visuelle de comment ça Screen pourrait test. rendre. En plus, ils font souvent ça à Warner, j'ai l'impression. Avec Tu The sais, les Batman, avec The Batman, ouais. avec Joker, le côté genre vraiment screen test, genre pour voir comment ça rend et on le balance au public. Juste Ouais. voir ça m'irait. Voir la gueule que ça a, ok, c'est tout. Oui, c'est tout. Et, ouais. et après, je vais voir le film C'est vrai. et je suis vide. Tu sais, je Oui, vais voir voilà, le ouais. film en mode bon, ok, je m'attends à rien, Mhm. let's go. Voilà, je Et pense on que verra. c'est ça, clairement. Du coup, voilà, je pense que c'est tout ce qu'on avait à dire Pour sur, les news, ouais, voilà. c'est plus ou moins fait. Pas Ok, d'autres ok, news en je pense revue. qu'on va Peut-être petit aparté. petit aparté, mais c'est plus par rapport à la mort de Tim Sale. Ah oui, bah ça Quand c'est... même, ouais, bah, des tant qu'on est, artistes, tant qu'on est dans le Joker, autant faire un petit hommage à... Tim Sale, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un grand dessinateur de comics, vraiment une légende absolue, qui avait travaillé souvent avec Jeff Loeb, notamment sur le très connu Un long Halloween, Halloween, sa suite, Amère Dark Victoire. Victory, voilà, c'est le ça. Catwoman When in Rome, qui est plus ou moins spin-off de la même saga. Ils avaient travaillé sur des trucs aussi Marvel, notamment avec Captain America, Captain America, White, ouais, bah, ils ont fait voilà toute la toute la saga des couleurs. entre toute la guillemets. saga couleur quoi. Mm. Voilà, j'allais dire triptyque, mais du coup c'est même pas triptyque parce qu'il y en a un quatrième Ouais, avec Captain America, mais voilà, Spider-Man Blue, Daredevil Daredevil Yellow, ouais, et ouais. Hulk gris, Mm. et le Superman aussi, les deux Superman. Les quatre. Non, il y a Superman for All Season. Ouais, Mais alors, du coup, j'avais cité aussi Kryptonite, mais qui, lui, pour le coup, est fait avec l'autre regretté Darwin Cook. ouais. Jeff Loeb n'est pas dans l'équation, Donc, là, pour le coup. de toute mais façon, ce sur quoi a travaillé Tim Sale, c'est toujours du bon. c'est toujours du bon, c'est un des artistes les plus cultes. Enfin, voilà. Puis quoi, le mec, quoi, en le soi. mec en soi c'est avait l'air ça, ouais. d'être quand même assez charmé, Mm, donc toutes nos condoléances. Tu vois, Voilà, mais- c'est et ça ça. fait quand même beaucoup de peine de perdre un mec comme ça. Bah ouais, puis c'était tellement, comment dire, rapide, quoi. Enfin, tu sais, Rapide, on a, ouais, c'est on a Jim, appris qu'il rentrait Bah, dans c'est le- Jim qui a annoncé ça, Ouais. Jim Lee, en disant voilà, il est parti à l'hôpital pour des trucs graves, on sait pas de quoi, et je pense qu'on n'a pas envie de savoir dans tous les cas. Et puis voilà, quelques 3 jours après. 3 jours après, même pas, voilà, on apprend la mort.
Donc ouais, grand hommage à cet artiste qui nous a quittés. Et Neil Adams et aussi Georges Pérez qui sont morts il y a quelques mois. C'est l'hécatombe, mais voilà. Écoute, ça commence à arriver. On parle de gens qui sont dans le milieu depuis des années aussi. Bien sûr, ouais. Donc voilà, mais ça fait toujours un peu de peine à voir. Si vous n'avez pas lu encore ces œuvres dont on a cité, on vous les conseille. Ça reste des bonnes histoires. Ouais. Puis franchement, pour tout ce que ce mec-là provoque par ses images, par son storytelling et tout, ça vaut le coup. Et ce mec qui est... Storytelling incroyable. Ce mec vraiment... Pour moi, de toute façon, ça restera le mec qui dessinait le mieux le Batverse. Ah mais clairement. Batman, c'est méchant. Tout était bien caractérisé. L'ambiance de Gotham, le côté ligne noire, enfin, c'était incroyable. Ce mec-là était un génie. J'ai un peu l'impression que ce gars-là aimait tellement les personnages auxquels il se mettait, avec lesquels il se mettait à travailler que... t'avais quasi tout le temps de la qualité. C'était qui aurait pensé qu'il aurait fait un bon Captain America, et pourtant dans l'imagerie qu'il lui donne. Daredevil, autant tu peux te dire bon, c'est proche d'un Batman, ça passe. Oui, ouais, mais même Daredevil, je trouve qu'à chaque fois il trouvait le moyen de, tu sais, d'y instaurer la patte qui est nécessaire à cet univers. Qui n'est pas la patte Batman. Exactement. Avec Purple Man, très pastel, très aquarelle, c'était incroyable. Donc ouais, vraiment, c'était un pur génie. Et ça fait beaucoup de peine de voir ces messieurs partir. Voilà. Allez. Du coup, on va pouvoir passer aux recommandations. Aux recommandations. Alors, première recommandation pour ma part, donc je vais vous parler de plusieurs comics, 3 comics, dont 2 de l'univers d'ici. Allez, on va commencer par le premier. Je vais vous parler du Nightwing période Infinite, période qui vient après Rebirth. Alors, pour ceux qui sont pas familiers avec l'univers des comics... On a souvent droit à des relaunchs. C'est ça, les relaunchs, en fait, c'est quand l'univers se reboot pas forcément, mais qu'on repart au tome 1, avec notamment des histoires et surtout des nouveaux auteurs qui vont permettre peut-être à un nouveau public de découvrir les personnages d'une certaine manière, et souvent ça donne lieu à des séries, notamment sur certains personnages qu'on n'avait peut-être pas avant ou qu'on avait différemment. Donc là où on avait beaucoup de Batman, beaucoup de la JL et tout, on va avoir des personnages peut-être plus secondaires. Et donc là, c'est l'heure d'Infinite. Je me suis attaqué à Nightwing. Pourquoi Nightwing ? Parce que c'est pas un personnage qui me parle beaucoup à la base. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est que je m'en fous. Ouais. Mais pourquoi Nightwing ? Parce que j'en entendais beaucoup de bien. Tout le monde me disait ouais, c'est cool, c'est bien écrit, machin. J'avais vu le visuel, donc pour le coup c'est Redondo. J'ai malheureusement plus le prénom, mais en tout cas son nom de famille c'est Redondo qui est au dessin. Et moi ça me plaisait beaucoup, je trouvais que les couvertures étaient pleines de soleil, pleines de couleurs, et je trouvais que ça avait l'air d'être assez cool, assez nouveau d'ailleurs pour le personnage qui est souvent représenté un peu dans une Bloodhaven, qui est donc sa ville qui défend. C'est vraiment la Gotham de Nightwing, mais qui est souvent Gotham-like, donc sous la pluie assez sombre. Ouais. Il y a en plus tout ce qui est évidemment l'affaire de la mafia et tout, donc pour le coup ça semblait différent. Je m'y suis attaqué et putain quel pied. Ça fait vraiment du bien de voir une série déjà aussi bien écrite, dans les dialogues, dans la caractérisation des personnages, tout est plus ou moins replacé. Faut savoir que Nightwing avant ça, période Rebirth, il y avait eu tout un bordel où il s'était fait laver le cerveau par le Joker et tout, enfin c'était n'importe quoi. Ouais. Là on repart à zéro avec un Nightwing, Dick Grayson dans ses bottes, dans sa ville, protecteur. Alfred est mort, c'est le postulat de base. Alfred est mort après l'événement Joker Wars qui liait toute la Bat-Family. Il y a eu des répercussions, il est enfin mort. Et ça change au moins. Ça change. On a un nouveau statu quo, et pas des moindres, parce qu'en fait, étant mort, il va léguer toute sa fortune, qui était quand même assez grande, à Dick Grayson, qu'il a toujours plus ou moins considéré comme son petit-fils. Après Bruce, c'est Dick. Dick est évidemment honoré, mais en même temps pris par une grande peur, parce qu'il sait pas quoi faire de cet argent. Ça lui tombe d'un coup, déjà c'est le deuil d'Alfred, et puis surtout, qu'est-ce qu'il va faire de cet argent ? Il va demander la question d'ailleurs à Superman, ça va donner lieu à un chapitre qui est quand même assez bien écrit, avec une relation entre les deux, un dialogue qui est cool, et ça fait du bien de voir un Superman optimiste. Ça fait du bien aussi de lire du Dick Grayson, qui est un personnage qui est beaucoup plus optimiste que Batman. Ouais. C'est un peu la version de Batman réussie, d'ailleurs Superman le dit plus ou moins. Et Barbara aussi le dit plus ou moins, c'est la version de Bruce Wayne, la meilleure qu'il ne sera jamais. Ouais. Lui, il est pas traumatisé, il est pas fou. Il a perdu ses parents, c'est un orphelin. Il a tout l'arsenal et les connaissances de Batman, mais il a vraiment le spirit qui fait que dans tous les cas, ce sera toujours le meilleur. Cet argent, il va pas l'utiliser pour se financer des gadgets, mais vraiment aider sa ville. Bloodhaven est pris en proie à une pauvreté et sans précédent. Il y a des orphelins dans les rues. Dick Grayson étant lui-même orphelin, ça le touche quand même. Donc il va décider d'aider sa ville, mais de manière sous le visage vraiment Dick Grayson, ce qu'aurait dû toujours plus ou moins faire Bruce Wayne pour moi. Il le fait évidemment dans les comics, mais là tu sens que Dick est beaucoup plus impliqué dans ça. Bah au moins quitte à utiliser un personnage différent de celui de Batman, autant faire en sorte qu'il soit vraiment différent. Vraiment différent, voilà, et ça fait du bien. Les dessins sont extraordinaires, on a évidemment des scènes d'action qui sont folles.
avec des découpages un peu typiques Spider-Man, avec plusieurs poses du héros précédente, plus ou moins pâle, Ouais, je vois. qui nous retranscrit l'action, le côté vraiment acrobatique de Dick Grayson est super bien retranscrit. Il y a évidemment des liens à des personnages de la Bat Family comme Barbara Gordon, Tim Drake qui vont apparaître dans l'histoire. Leurs présences sont justifiées, les dialogues entre les personnages sont plus ou moins cool, hormis quelques délires très milléniaux, Ouais. dans le sens où ils sont très branchés téléphone, c'est-à-dire qu'ils ont clairement un groupe WhatsApp Bat Family, quoi. Putain. Et donc j'ai un peu de mal à imaginer Batman envoyer des emojis, mais pourquoi pas. En fait, c'est surtout pour s'adresser au nouveau public de chez DC, évidemment. Faut parler aux jeunes. Tu vois. Ouais, mais même s'il faut parler aux jeunes, je veux dire, Batman a toujours eu une technologie qui était personnelle, qui lui était propre. Bien sûr. Donc, Après, faire en sorte qu'ils soient sur... c'est vraiment dit qu'ils sont sur WhatsApp. c'est vraiment un groupe WhatsApp. Ouais, c'est quand même abusé. C'est ça, vraiment un groupe WhatsApp et tu vois les conversations qui se lancent et tout. Enfin, voilà. Après, hormis ça, le personnage est quand même bien exploité. C'est du neuf. C'est du neuf parce qu'on n'a pas vraiment vu ça avant avec Nightwing. Le côté vraiment solaire, rayonnant, ça fait plaisir de voir ça. Et puis, évidemment, l'histoire. L'histoire par rapport à Dick Grayson est intéressante. On revient sur un élément de son passé par rapport à sa famille, les Flying Grayson, qui est intéressant, qui est en lien direct avec le méchant de l'histoire. Je vous dis pas encore qui c'est. C'est cool. Franchement, foncez dessus, ça se lit très bien. Les dessins sont fluides. En bon premier tome. Vous n'avez pas besoin de lire autre chose avant sur le personnage. Ok. Deuxième recommandation, Rorschach, titre DC Black Label, écrit par Tom King, qui est un peu l'auteur à la mode là, en ce moment chez DC, et dessiné par Jorge Fornes, déjà une suite à Watchmen. Ouais. Donc couillu. Ouais, Après, ça peut être mis en question vachement. Moi, tu me dis une suite à Watchmen. Moi déjà, tu me dis une suite à Watchmen, non. Ouais. Ensuite, je vois les faits, à savoir Doomsday Clock, je te dis non. Ouais. Doomsday Clock, faut savoir que je l'ai pas fini tellement ça me fait chier. Mais Alors, voilà. pour ceux qui connaissent pas, encore une fois, Doomsday Clock, c'était l'idée de DC de réunir Watchmen et l'univers DC, donc avec la Justice League et tout. Donc on avait des confrontations vraiment, Dr Manhattan, Superman, des trucs comme ça se retrouvait dans un univers foireux complet. Confrontation, oui et non, mais en tout cas c'était plus ou moins une espèce de justification même de la création de l'univers DC. C'était un peu bizarre, c'était un peu métaphorique. C'était chiant, c'était clairement, c'était Jeff Jones qui essayait de faire son Alan Moore. C'était mal fait pour moi, c'était naze, et c'est là pour moi l'un des plus gros points positifs de ce Rorschach. Je vais y attaquer direct, c'est la narration. La narration, elle, Tom King ne singe pas la narration d'Alan Moore. On a droit évidemment à des gaufriers, donc qui est ce style de découpage très typique Alan Moore, surtout très typique Watchmen. Le gaufrier, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment des pages, des planches de 9 cases, avec vraiment, en fait, vous voyez, on va vous les afficher, vraiment les 3 cases qui s'alignent. Vous avez 3 lignes de 3 cases. Et c'est ce qui m'a insupporté avec Doomsday Clock, c'est que, justement, j'y viens, Jeff Jones, lui, singe ça. Il fait un gaufrier. Tout le temps. Il fait du faux, quoi. Il fait du faux. Il va nous faire une narration alternée entre les événements présents et, tout comme le faisait Alan Moore, un comics dans le comics. Donc un personnage principal, enfin secondaire de Watchmen, lisait un comics dans le comics. Donc on avait un autre comics de pirates qui s'incrustait dans le comics de Watchmen. Ici, dans Doomsday Clock, c'était un feuilleton télé de merde. Bref, on s'en foutait, c'était naze, tu sentais que c'était faux. Ici, dans Rorschach, ce n'est pas le cas. Tom King crée sa propre ambiance. C'est un polar propre à Tom King, qui lui-même était, avant faisait partie des services secrets, et qui s'est reconverti en... Ah oui, putain. Ouais. De toute façon, quand on connaît le gars, et quand on commence à lire beaucoup de ses histoires, on se rend compte que tout ce qui est police, tout ce qui est polar, l'intéresse beaucoup. Ici, on est dans un polar. Je vous déconseille de lire quoi que ce soit, ou de vous renseigner sur l'œuvre avant de la lire. Lisez peut-être Watchmen avant. Évidemment, lisez Watchmen avant, sinon vous n'allez pas comprendre, Ouais. parce que ça fait suite directe à Watchmen. De toute façon, si vous voulez de la bonne lecture, lisez Watchmen. Lisez Watchmen dans tous les cas. Du chef-d'œuvre absolu. Mais ne vous renseignez pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez très vite être surpris. Moi-même, avant de le lire, je n'attendais à rien. Je me disais, ok, c'est Rorschach, mais c'est quel Rorschach ? Est-ce que c'est Kovacs ? Est-ce que c'est le nouveau Rorschach qui avait été introduit dans Doomsday Clock ? Je vous dirai pas. L'important, c'est la surprise. La narration est incroyable. Moi, je pense souvent à ce chapitre qui est fou, qui est un chapitre où on a une scène d'interrogatoire. Le personnage principal du comics va interroger 3 personnes à des timelines différentes par rapport plus ou moins, sur le même sujet, et c'est incroyable de fluidité, de jonglage et de découpage. Encore une fois, le dessin de Fornes, il y a une relation en fait entre Tom King et Fornes qui est folle, parce que ce qu'écrit Tom King va parfaitement avec les dessins, on sent vraiment l'alchimie en fait, comme Dave Gibbons et Alan Moore, et c'est fou, c'est fluide, ça nous perd pas, et c'est incroyable. Il y a vraiment des moments où on se dit putain, mais c'est du génie, t'es vraiment avec eux, t'es avec les personnages, tu te dis mais je suis dedans quoi, je suis pas perdu, et pourtant c'est compliqué de bien le faire.
Je saurais pas comment vraiment le décrire, mais c'est hyper bien fait. Il y a un autre chapitre, évidemment, où en fait on va suivre 2 personnages plus ou moins principaux, carrément principaux de l'intrigue. Ils vont se contacter par lettre, et donc en fait on suit 2 temporalités et 2 univers différents, plus ou moins simultanés, et c'est super bien fait. Et c'est super bien écrit. Il y a du politique, ce qui est plus ou moins propre à Watchmen, mais qui est canon dans notre... Enfin, qui est cohérent dans notre mode actuel. Il y a une espèce de parodie de Donald Trump très républicaine, qui fait du sens, et qui est intéressant. Surtout qu'en plus, c'est pas non plus manichéen. C'est ça qui est intéressant, c'est pas manichéen, et puis c'est pas dans l'overdose, c'est pas genre, ah là là, encore une parodie de Donald Trump comme on peut le voir un peu partout. Non. Le développement des personnages est très profond. Ce qui est marrant, c'est que c'est pas forcément les personnages auxquels on s'attend. Et là, encore une fois, où je vous dis de pas trop vous renseigner, ni même voir des images, parce que vous allez plus ou moins spoiler sur les personnages principaux réels. C'est plus ou moins tout. Je peux pas vraiment plus rentrer dans les détails. J'aimerais. De toute façon, je pense que là, les gens. C'est pour ça que je vous invite vraiment à le lire. Et si vous l'avez lu même déjà, discutons dans les commentaires avec une petite bannière spoiler. Mettez spoiler et puis quelques espaces, histoire qu'on puisse discuter de ça sereinement sans trop spoiler les autres. Voilà. Dans tous les cas, si vous avez aimé Watchmen, n'ayez pas peur. Pour moi, c'est une très bonne suite de Watchmen, très respectueuse, qui prend des risques, qui ne singe pas Watchmen et qui tente des choses. Cool. Lisez-le. Et dernière recommandation, beaucoup plus fun, beaucoup plus détente, titre indépendant chez Image Comics, mais qui a aussi sorti, il me semble, en VF, là pour le coup. Crossover de Donny Cates. Imaginez que les personnages de comic book, du jour au lendemain, apparaissent dans notre monde. Donc tout ce qui est Doctor Strange, tout ce qui est Batman, tout ce qui est Vigilante, tout ce qui est super-héros, y compris méchants, pop dans notre monde. Du jour au lendemain, on sait pas vraiment pourquoi, ni même comment, ils apparaissent. C'est évidemment un bordel sans nom, c'est-à-dire qu'ils se foutent sur la gueule, et ça fait des dommages collatéraux de fou. Pour ça, les héros créent une espèce de barrière psychique autour d'une ville, laquelle où ils sont apparus, et passent leur temps à s'entrefoutre là-dedans. L'État, lui, essaye de gérer la situation, le problème c'est qu'on n'a pas de solution, je crois même qu'ils essaient d'envoyer des bombes, mais ça fait rien. Il n'y a pas que les personnages principaux de comics qui sont apparus, il y a aussi entre guillemets les PNJ, c'est-à-dire les civils, qui sont apparus dans notre monde. Ils sont d'ailleurs, ça c'est une idée visuelle qui est géniale, ils sont caractérisés par des couleurs en trames. C'est-à-dire que sur leur visage, ils ont des petits points comme des trames, ce qui fait qu'on les reconnaît immédiatement. Il y a d'ailleurs un espèce de racisme, si je puis dire, qui est développé de la part des êtres humains, les vrais, par rapport à ces personnes-là, qui les considèrent comme responsables de... Comparez ça à l'incident du 11 septembre, vraiment, c'est une ville entière qui se fait envahir par des super-héros et des méchants, et forcément, ça explose dans tous les sens. Évidemment, voilà, il y a un racisme qui se crée, donc ces personnes-là sont huées, sont presque limite, pas abattues, mais en tout cas presque. Rejetées, quoi. Rejetées, il y a même plus ou moins un complot des services secrets américains qui essayent de les capturer pour en faire un peu les exploiter. Et donc en fait l'histoire principale est toute simple, c'est un road movie, on va suivre un personnage principal féminin qui travaille dans un comic shop avec son patron, qui vont recueillir justement une petite PNJ, et donc ils vont la prendre et essayer de la ramener dans la ville pour trouver un moyen de la renvoyer chez elle. C'est le topo, je vous dis pas trop ce qui se passe, il y a des références plus ou moins malines aux héros de la pop culture, sans avoir les droits évidemment, c'est-à-dire que Donny Cates s'amuse avec les silhouettes des super-héros, c'est-à-dire qu'on reconnaît plus ou moins un Doctor Strange à un moment, on a tout un, dans les premiers numéros, tout un teasing par rapport à un certain Superman. Encore une fois, je vous dis pas est-ce qu'il est là ou pas, ça c'est la surprise, mais c'est plus ou moins fun, il y a un plot twist par rapport à ça qui est assez cool, et évidemment, franchement lisez-le, c'est super bien, c'est un road trip, c'est bien écrit, c'est Donny Cates, donc il y a toujours un peu cette espèce d'humour, what the fuck, même le principe en soi est what the fuck, de toute façon tout ce qu'écrit plus ou moins Donny Cates est what the fuck, mais il a ce ton pour nous faire rentrer directement et accepter les règles de son univers, juste, enfin je sais pas comment dire ça en fait, il a une écriture qui est juste, qui fait que il nous décrit un truc, ça pourrait être le plus barré au monde, mais il le fait tellement bien qu'on rentre directement dedans en fait, et donc on suit les personnages. C'est la base de la bonne fiction. C'est la base de la bonne fiction. Le mec il te place un univers avec des règles et il respecte ces règles. C'est la base de la bonne fiction, sauf que lui il va quand même assez loin avec des codes qu'on connaît déjà. Quand il prend un héros Marvel, il y va à fond. Il va même créer des super-héros complètement fucked up comme le Cosmic Ghost Rider. Il va faire un récit sur Thanos qui s'appelle Thanos Wins, qui est incroyable, franchement lisez-le, faut le lire. C'est cool parce que au moins le mec part du principe que si jamais on exploite un personnage de comics, autant faire en sorte que le dessin c'est merveilleux et on peut représenter tout et n'importe quoi avec simplement un crayon. Bien sûr, donc en fait le mec s'il exploite des mots, qu'il a quand même une écriture bien particulière. Bien sûr, mais si le mec exploite ça à fond justement, c'est tout l'intérêt de justement se servir à fond d'un média pour pouvoir faire paraître une idée et une histoire. Le mec s'amuse en fait. C'est ça que j'aime bien avec ce mec, c'est que le mec s'amuse. Le mec sait que les comic books, c'est un grand délire.
c'est un truc pour s'amuser. Évidemment, on peut, comme on le disait par rapport à Watchmen ou Rorschach, faire des trucs très profonds et méta. Lui, il s'embête pas trop avec ça. C'est pas non plus du blockbuster à la Michael Bay où c'est sans rêve, c'est pas irréfléchi, c'est réfléchi, il sait ce qu'il fait. Mais il a le talent pour justement nous embarquer là-dedans. Et Crossover, c'est un bon exemple. En plus, c'est indépendant, donc vous n'avez pas besoin de connaître une continuité immense de des années comme chez Marvel ou chez DC. Les personnages sont présentés, et puis voilà. Ok. Bah écoute, mortel. Mortel. Ok, bah écoutez, si jamais vous avez envie de vous choper tout ça, il y a des magasins de comics un peu partout dans les Paris. Comic Bookshop. C'est Voilà. ça, voilà. Et vous pouvez vous procurer tout ça. Vous savez quoi, on va rester dans le comics, parce que moi je vais parler d'un comics également. J'ai 2 petites recos à faire, un comics et un film. Je vais commencer par le comics. Pour rester dans les sujets de la zone fantôme, je vais vous parler de Alien vs Predator Essential Comics Volume 1, qui est donc sorti chez Dark Horse, enfin édité par Dark Horse, et qui est en gros la base de base des comics Alien vs Predator. C'est-à-dire que pour vous situer un peu l'histoire, dans les années 90, Predator 2 sort, à la fin, dans l'antre des Yoja, on y voit un crâne de xénomorphe. À partir de là, tout le monde fait « Oh putain, mais ça veut dire que les Predators et les aliens, ils se côtoient, c'est incroyable !» On a des jeux, comme on vous disait, le jeu arcade qui est excellent, et notamment en parallèle du coup des comics, comme celui que je vais vous traiter là. En fait, ce que je vous dis, c'est une réunion de plein de comics. En gros, c'est une compilation, voilà, de certains comics qui sont sortis sur 20 ans. Donc en fait, là, c'est 3 séries distinctes. La première qui est sortie dans les années 80, enfin en 90, la seconde qui est sortie en 95, je crois, et la toute dernière est sortie en 2010. Donc pour vous dire, c'est que c'est vraiment assez écarté. Ouais, c'est très récent. Ça suit une continuité, c'est-à-dire que de A à Z, le truc est très bien fait. Alors c'est de la VO. Si vous n'êtes pas familier avec l'anglais, ça va peut-être vous paraître un peu complexe à lire, mais si c'est pas non plus complètement dur à suivre, parce que voilà, on n'est pas dans du Christopher Nolan non plus. Donc vous allez pouvoir suivre le truc, d'autant plus que je vais y venir, le découpage et les dessins sont incroyables. Alors c'est écrit par Randy Stradley et dessiné par une petite ribambelle de dessinateurs qui sont très talentueux et qui arrivent toujours très bien à retracer l'histoire de ces personnages-là et à donner vraiment toute la force visuelle que nécessite cette écriture. Je vais y venir. En gros, pourquoi je dis tout ça, c'est qu'en fait, le comics, sa grande force, c'est qu'il traite les prédateurs et les aliens d'un point de vue tellement humain, surtout les Yoja, en fait. Si vous voulez, le début du comics, pour vous parler que de ça, on va suivre 2 pilotes de la Veland, donc de la compagnie, pour ceux qui connaissent la saga Alien, qui en fait globalement se font chier, qui d'ailleurs dans les références s'appellent respectivement Tom et Scott, hein, donc Tom Skerritt et Ridley Scott, voilà, c'est des gens liés à la saga Alien, hein, de toute façon, et qui en fait vont avoir un débat sur la place de l'être humain dans l'univers. Et en fait, comme on est dans un univers où l'être humain s'est déjà étendu au-delà de la planète Terre et commence un peu à coloniser tout et n'importe quoi, parce qu'ils commencent à voir que la Terre ça pue du cul, quoi, pour eux, et ben en fait on a ce débat justement qui oppose Tom, qui est une sorte d'idéaliste, qui voit les êtres humains comme vraiment des gens qui vont beaucoup trop loin, qui devraient plutôt se laisser crever plutôt que d'essayer de buter tout ce qui passe sur leur passage, et Scott qui voit complètement l'inverse, en mode écoute, on essaye de survivre comme tous les animaux le feraient, on est des animaux, on va survivre dans ce sens-là. Et en fait, très étrangement, le comics va avoir des aspects vegan. Dès le départ, il va nous remettre en question la chasse. Est-ce que l'être humain fait bien de tuer à peu près tout ce qui bouge pour pouvoir le manger? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? Et en fait, il va mettre ça en parallèle, comme je le disais, avec l'image, avec la façon de fonctionner des Predators. Donc c'est quelque chose, si vous avez vu les films Alien vs Predator, c'est vraiment inspiré de là, hein. On voit les Predators capturer une reine alien, choper des œufs, les envoyer sur une planète, attendre que cette planète se fasse contaminer par des xénomorphes, descendre et partir à la chasse.
Et en fait, bon, bah, ils éradiquent des planètes, les mecs. Mais bah, eux, ils en ont rien à foutre parce que c'est leur culture. Et toute la question vient de là. Est-ce que c'est vraiment bien de fonctionner comme ça? Comment on pourrait fonctionner autrement? Pourquoi on fonctionne comme ça? Et c'est fou de voir qu'un comics qui traite des trucs que beaucoup de gens pourraient voir comme de simples créatures de l'espace qui bastonnent des trucs, bah, soit aussi profond, en fait. Et suite à ça, on va arriver du coup dans la colonie où on va suivre la présidente Noguchi, donc de cette colonie, qui est une femme qui est présentée comme une connasse par à peu près tout le monde, comme une patronne en fait, hein, globalement. Donc on dit qu'elle est avide de fric, qu'elle a qu'une chose en tête, c'est de se faire de la thune, et puis elle en a rien à foutre des gens. Et en fait, en découvrant le personnage, on va se rendre compte que pas du tout, c'est simplement une nana qui a été placée là et qui essaye de faire de son mieux pour assurer son boulot correctement, quoi. Et les prédateurs vont du coup arriver sur cette planète et la coloniser eux aussi à leur tour et l'éradiquer totalement avec des xénomorphes pour partir à la chasse. Les humains du coup dans tout ce vacarme vont devenir des dommages collatéraux complètement. Ils vont juste être là au mauvais endroit, au mauvais moment, hein. Et donc en fait Noguchi va finir par, chose très étonnante, intégrer les rangs des prédateurs parce qu'elle aura prouvé sa valeur en chassant elle aussi des xénomorphes et en survivant à toute cette invasion. Et en fait, à partir de là, je vous dis pas grand-chose parce que justement, il faut suivre le pourquoi du comment, comment elle évolue parmi cette civilisation, qu'est-ce qu'on développe sur cette civilisation, qu'est-ce que ça raconte sur elle, sur son rapport, elle, propre à l'humain. Chose super intéressante, c'est que on part quand même d'une patronne. Hein, donc vraiment d'une... donc pas une guerrière. Hein. Ah non, voilà, c'est ça. Et qu'en fait, qui va devoir se démerder avec 3 bouts de bois et sa propre logique pour pouvoir apprendre correctement et survivre. Et puis aussi, elle va se mettre à re-questionner vraiment. Est-ce que elle aime l'homme, enfin tu sais l'être humain en soi, est-ce qu'elle l'aime vraiment? Et par là, mine de rien en fait, on suit un personnage de femme forte, indépendante, qui va vraiment se démerder pour survivre dans toute situation. Donc en fait ça fait de ce comics littéralement un comics vegan et féministe. Ouais. Donc c'est vraiment fou, puis en plus c'est terriblement bien fait, c'est simplement du bon sens en fait la plupart du temps. Et en plus de ça, c'est super bien dessiné, c'est jouissif à plein de moments, parce que bien évidemment, au-delà de cet aspect entre guillemets philosophique, on a un aspect physique avec les yojas et les bastons entre xénomorphes et yojas, c'est super cool à voir. Oui, bah oui. Et puis on a une conclusion à ça qui est somme toute assez logique. Et du coup, très intéressante par rapport à ce que ça dit, par rapport au Predator et par rapport à Noguchi. Donc on a une vraie conclusion. Et ça vaut le coup. Si vous arrivez à le trouver, vraiment foncez. Si vous êtes en plus fan de la saga Alien ou Predator de base, c'est vraiment excellent et ça vaut le coup. Et du coup, deuxième petite recommandation, je vais vous parler d'un film, ou plus précisément d'un film d'horreur psychologique que j'ai vu récemment, qui s'appelle Carnival of Souls, qui est sorti en 1962, réalisé par Herc Harvey, que vous pouvez trouver entièrement sur YouTube, hein, en VO sous-titré français. Ce film est excellent. En fait, si vous voulez, c'est comment faire un film d'horreur psychologique, déjà dans les années 60, ce qui est très étrange, mais en plus de ça, vraiment avec 0 de budget. Le film a eu $30 000 de budget, ce qui est rien. Pour vous faire un peu le topo, on suit une femme qui a survécu à un accident de voiture où elle a perdu toutes ses copines et elle est la seule survivante. Et qui va essayer un peu de refaire sa vie, donc elle est organiste, elle va essayer de retourner dans une petite ville, se trouver un taf dans une église et tout, sauf que sur le chemin, et pendant ce moment, elle va se trouver être suivie par un homme qui est au teint pâle, très étrange, qui va l'observer un peu partout, la mettre mal à l'aise, elle va pas savoir ce que c'est, elle va penser avoir des hallucinations, ce genre de truc-là. Je vous dis pas ce que c'est, je vous laisse découvrir le film, et en fait, de toute façon, le film donne très peu de réponses. En fait, c'est un film qui vous laisse vraiment vous faire votre propre idée du truc, et moi je l'ai vraiment vécu comme, vous savez, ces rêves de fièvre qu'on fait quand on est vraiment pas bien, et qu'on en vient à délirer sur des trucs et à avoir vraiment des visions presque cauchemardesques de plein de choses, énormément de plans vraiment très contemplatifs même, je dirais, qui en fait vous mettent dans une ambiance qui favorise un malaise de ouf, et du coup pour un film d'horreur c'est vraiment bienvenu. Et donc c'est vraiment une super surprise, c'est trouvable sur YouTube, hein, donc vraiment foncez absolument, c'est vraiment comment faire de l'horreur simplement en jouant sur l'image, le son
et le montage en fait, donc la preuve qu'on peut faire de l'horreur et de la bonne horreur sans forcément avoir un budget de ouf, simplement avec de l'huile de coude et des idées physiques, enfin visuelles super intéressantes. Donc si vous aimez l'horreur psychologique, ça vaut le coup, ça fait vraiment partie des trucs qui pour moi, c'est vraiment de la série B, hein. C'est des trucs, comment dire, quasi grindhouse en fait, c'est excellent, et puis ça vaut le coup. Bon alors, comme je vous disais, c'est du petit budget, donc il y a certains moments où forcément vous allez avoir des trucs un peu drôles, notamment ces moments où on se rend compte qu'ils n'ont pas pu filmer dehors parce que leur micro ne correspondait pas, donc en fait ils ont fait de la post-synchro sur les scènes qui sont en extérieur, ce qui est parfois assez drôle, mais à part ça, ça vous sort pas vraiment du film, et en fait ça reste super intéressant pour ceux qui aiment les films d'horreur et les films de genre en général. Ça passe super vite, c'est vraiment bien réalisé, ça vaut le coup. Donc voilà, si vous avez l'occasion de tomber là-dessus, allez-y, vous savez quoi mater ce soir si vous voulez avoir quelques frissons. Parfait. Voilà, du coup c'était tout pour ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui. Donc si jamais vous voulez débattre de tous les sujets qu'on a énumérés aujourd'hui, comme d'habitude, nous sommes toujours présents pour en parler. Yes. Et justement, en fait, on fait ces zones-là, ces zones fantômes aussi, toujours pour inviter en parler, à la parole, au débat. Exactement, au débat. Donc c'est pour ça qu'on traite aussi souvent de sujets d'actu, parce que c'est ça qui prête à débat, et Internet est plus ou moins fait pour ça. Pareil, si vous jetez un œil aux recommandations qu'on a faites, n'hésitez pas à nous donner votre avis dessus. Est-ce que ça vous a plu, est-ce que ça vous a pas plu, même nous faire des recommandations, hein. Toujours on est ouvert à tout et n'importe quoi, même vous citer, hein, si jamais. Exactement, dites-nous peut-être dans les commentaires si vous avez des sujets dont vous voudriez qu'on parle, des questions, ce genre de trucs là, n'hésitez pas à les poser, on y répondra dans des zones fantômes ultérieures. Et donc voilà, je pense que c'est tout ce qu'on avait à dire avec les sujets d'aujourd'hui. Ouais, voilà. Donc voilà, on vous fait des gros bisous. Allez, bisous à vous. À la prochaine. À la prochaine. Bisous.